De quoi on va parler aujourd'hui? Donc, les neurosciences. On va essayer de répondre à la question ensemble de comment apprendre notre cerveau. Et on va voir les 4 piliers de l'apprentissage et on va voir ensemble d'où ils sortent. Donc, on va avoir 2 grandes parties pour ce webinaire. La première, c'est un retour sur les modèles mentaux, la plasticité cérébrale et l'apprentissage. J'espère que ce sont des notions euh, qui vous sont familières ou non d'ailleurs. Et on va pouvoir revoir ça ensemble. En tout cas, si vous ne connaissez pas, voilà, ne soyez pas effrayés par ces termes très jargonneux de psychologie. On va voir ensemble ce que c'est. Vous verrez que c'est très simple à comprendre. Et en deuxième partie, on verra les 4 piliers de l'apprentissage avec, bien sûr, comment on peut les mettre en œuvre en pratique. Et c'est parti. Alors, The Guide to Know, Stanislas Dehaene. Donc, pour la réalisation de ce webinaire, je me base en grande partie sur les écrits de cette personne, qui est un chercheur français, ancien élève de l'école normale sup et docteur en psychologie cognitive, nommé professeur au Collège de France, qui est une très très haute distinction, hein, pour les chercheurs, et qui est positionné sur la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Il a été directeur de recherche à l'INSERM, il a reçu plusieurs prix, il est extrêmement connu à l'international. Il a émis des nouveaux courants de pensée en neurosciences. Hein, c'est vraiment une superstar, hein, qui est inconnue en France, mais qui est extrêmement connue à l'international euh, par tous les chercheurs et voilà, par toutes les personnes qui s'intéressent à la pédagogie et à la neuropédagogie. Il a écrit plusieurs livres chez Odile Jacob que vous pouvez aller voir, dont un qui s'intitule Apprendre. Et c'est sur le contenu de ce livre en particulier que je me suis basé pour voilà, vulgariser un peu tout ce qu'il raconte euh, et vous faire ce webinaire. Il a notamment ré- euh, eu le prix Brain, que vous connaissez sans doute tous, en 2014, qui est en fait une très haute distinction, hein, pour la recherche sur le cerveau. Alors, on va faire un petit quiz. Quelle est la récompense financière pour un lauréat du prix Brain? Alors, je vous invite à me répondre dans le chat directement. Il y a une seule réponse possible, hein. Donc, le prix Brain, c'est bien une récompense scientifique internationale qui récompense un ou plusieurs scientifiques pour leur contribution à la recherche sur le cerveau. Réponse A, 100 balles et un Mars. Réponse B, 1000 euros. Réponse C, 1 million d'euros. Réponse D, environ 3 milliards d'euros, soit le PIB du Groenland. Alors, j'ai des réponses A, des réponses B, et j'ai 1 million aussi. La réponse C pour John. Réponse A pour Anaïs, B Sandra. Alors, c'était la bonne réponse. Donc, malheureusement, vous avez tous répondu à mauvaise réponse. La bonne réponse était 1 million d'euros. Hein, c'est quand même une belle récompense récupérée pour un chercheur. Alors, souvent, ils sont plusieurs chercheurs à récupérer ce prix en même temps. Là, ils étaient trois dans le cas de Stanislas Dehaene. Donc, il a séparé en trois, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même une très belle récompense, hein, vous imaginez, pour un chercheur, surtout en France, qui n'est pas payé forcément des milliers et des cents. C'est très intéressant. Allons-y. Partie 1, modèles mentaux, plasticité cérébrale et apprentissage. On va faire un premier exercice là pendant 5 minutes. D'abord, j'aimerais que vous preniez un crayon et un stylo ou des post-it si vous en avez autour de vous, ça peut marcher aussi, ou alors encore d'autres euh, documents Word si vous avez les mains disponibles pour taper sur le clavier. Mais sinon, un stylo et un papier, ça suffit amplement. J'aimerais que vous listiez pendant quelques minutes, là pendant 5 petites minutes, tous les mots que vous connaissez en rapport avec la pédagogie. Ensuite, une fois que vous en aurez listé certains, et vous pouvez le faire sinon en parallèle, reliez ces mots entre eux, faites des paquets avec les mots qui vont ensemble, nommez ces paquets, reliez ces paquets avec des flèches pour y donner du sens. Donc, je compte sur vous pour schématiser finalement sur papier votre, ce que vous, tous les mots que vous connaissez finalement en rapport avec la pédagogie. Je vous laisse prendre encore quelques secondes.
Je vous laisse encore prendre quelques secondes. Donc, listez tous les mots que vous connaissez en rapport avec la pédagogie, reliez ces mots entre eux, faites des paquets avec les mots qui vont ensemble, nommez ces paquets et reliez-les avec des flèches pour y donner du sens. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est terminé. Merci beaucoup. Vous pouvez vous arrêter là. Et maintenant, je voudrais vous demander de faire la même chose avec la Constitution du Nicaragua. Ok, bon, évidemment, c'est une blague. Vous devez connaître aussi bien que moi la Constitution du Nicaragua. Mais c'est pour vous faire pointer du doigt qu'il y a effectivement des sujets sur lesquels on va avoir plein de choses à dire, on va connaître beaucoup de choses, et d'autres sur lesquels il va y avoir assez peu de choses à dire, voire rien du tout. Un autre petit quiz. Pourquoi deux personnes exposées à la même information, d'après vous, peuvent arriver à des conclusions différentes? Alors, réponse A, il y en a toujours un qui est plus intelligent que l'autre. Réponse B, on appelle ça l'esprit de contradiction. Réponse C, c'est clairement juste de la mauvaise foi. Réponse D, c'est parce que chacun a sa propre vision du monde. Ouais, je suis d'accord avec toi, Pierre. Ça pourrait quand même être vachement de la mauvaise foi, hein. Ok, la bonne réponse était effectivement la réponse D. La plupart d'entre vous, vous l'avez trouvée. Chacun a sa propre vision du monde. Stanislas Dehaene, dans son livre, il nous dit la phrase apprendre, c'est construire au sein de notre cerveau un nouveau modèle du monde, une nouvelle vision du monde, un nouveau modèle du monde. Quel est cet objet? Bon, jusqu'ici, ça devrait aller. C'est une chaise. Ok. Sauf qu'en fait, c'est plus qu'une chaise. C'est un type de chaise. C'est un transat. Je sais pas comment on peut appeler ça. Euh, En fait, en réalité, une chaise, c'est plutôt ce qui est à gauche, là, la chaise en noir et blanc. Hein, c'est ce qu'on appelle le prototype. En fait, notre cerveau, il va fonctionner comme ça. N'importe quel objet qui est en face de nous, n'importe quel objet, par exemple, à la chaise, euh, on va le reconnaître directement. Et en fait, notre cerveau va faire de la catégorisation mentale. Donc, il va chercher à le mettre dans des catégories. Euh, En gros, tous les objets qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, donc là c'est à peu près quatre pieds pour être stable, et puis un dossier, et puis une assise, ça va être considéré comme des chaises. Et il va y avoir dans notre cerveau une représentation prototypale de la chaise, donc un prototype, qui est un peu la chaise standard, et puis après il y a toutes les variations qui vont avec. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau, c'est comme ça qu'il encode en mémoire les choses, ce qui a été montré par la psychologie cognitive depuis maintenant des dizaines d'années. C'est ce qu'on appelle le concept de modèle mental. Donc, le concept de modèle mental, c'est ni plus ni moins que une représentation mentale de quelque chose, d'un concept. Donc là, par exemple, admettons que je prenne le concept d'outil, et ben, je vais pouvoir avoir un marteau. Donc en haut, ça va être peut-être le prototype qui va me venir tout de suite en tête, ou un marteau ou un tournevis. Et puis ensuite, si on me demande d'explorer, d'aller plus loin, d'expliquer ce qu'est, enfin, de donner d'autres exemples d'outils, je vais avoir peut-être une pelle qui va me venir en tête, puis je vais avoir une pince, puis je vais avoir une clé et une scie. Et en fait, après, pour chacune de ces choses-là, il va y avoir effectivement euh, une, une pince, une clé, donc des variantes. Donc des ciseaux, par exemple, pour la pince, d'autres pelles, bêches, truelle, etc., pour la pelle, etc. Et puis, il va peut-être y avoir des outils de jardinage et puis des outils de bricolage. Tout ça, ça peut être effectivement différentes catégories mentales. En tout cas, notre cerveau va catégoriser les choses comme ça. Finalement, ce que vous avez fait, vous, là, dans l'exercice que je vous ai demandé de faire, c'est aussi un exercice de retranscription d'un modèle mental. Vous avez, chacun d'entre vous, a écrit
par rapport à la pédagogie, bien sûr, bah, les mots qui lui sont venus en tête et donc a commencé à poser sur le papier son modèle mental de la pédagogie. Évidemment, plus on passe du temps, sur ce modèle mental, plus on peut le détailler, on peut aller extrêmement loin dans les détails, bien sûr, et puis, bien sûr, plus on est expert d'un sujet, plus aussi on va avoir un modèle, mental qui va être complexe. Donc voilà, c'est ça la notion de modèle mental en psychologie. C'est pour un concept donné, quelles sont les la catégorisation mentale, quelles sont les représentations mentales qu'on a par rapport à ce concept-là et comment ces représentations mentales sont organisées les unes par rapport aux autres. Or, avez-vous déjà réalisé que chaque apprenant assis devant vous a sa propre vision du monde? Je suis sûr que oui. Le monde qui nous entoure ne parvient jamais tel qu'il est à notre cerveau. Il est toujours filtré, interprété, déconstruit pour être mieux reconstruit. Quand nous recevons des informations, heu, en observant le monde ou simplement en se tenant dans une salle de classe et en recevant des messages, d'un formateur ou d'une formatrice, nous allons filtrer, interpréter, déconstruire les messages qui nous parviennent pour mieux les reconstruire dans notre cerveau à nous, c'est-à-dire dans notre modèle mental. Nous prenons le message qu'on nous donne et on le retravaille pour l'insérer dans notre modèle mental, dans ce qu'on sait déjà. Donc on ajuste en permanence notre modèle mental à notre environnement. On se comporte en permanence en petit scientifique qui va tester sa représentation du monde sur ce qu'il voit, sur ce qu'il entend et sur ce qu'il ressent. On formule automatiquement des hypothèses et on les projette sur le monde. Donc, à longueur de journée, des millions de fois par jour, on va on va formuler des hypothèses automatiquement, sans y penser bien sûr, et on va projeter ces hypothèses sur le monde. Soit l'hypothèse est vérifiée et dans ce cas-là, on n'apprend rien, ou alors on apprend juste que l'hypothèse est toujours valide. Soit l'hypothèse n'est pas vérifiée, il se passe quelque chose qui n'était pas attendu, et là, du coup, on apprend, on est surpris et on apprend. Tiens, j'ai le meilleur exemple, c'est la gravité, hein. Si je prends, ce crayon que vous ne voyez pas là, qui est là, je le fais tomber, OK, c'est la gravité. Ça, je fais passer au slide d'après et c'est la gravité. Hem, Si je le fais 200 fois, effectivement, il va toujours tomber de la même façon, donc je vais pas apprendre grand-chose de plus. Par contre, en réalité, si un jour il reste suspendu dans les airs, là, je peux vous dire que vous allez être sacrément surpris et que ça va remettre en cause un certain nombre de choses que vous pensiez et vous allez apprendre du coup qu'il existe effectivement des exceptions. Enfin, du coup, là, il en existe pas dans l'exemple, qu'on se donne puisque la gravité, ça marche à tous les coups. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est vraiment notre façon d'apprendre et les singes apprennent comme ça, les bébés apprennent comme ça. Stanislas Dehaene a d'ailleurs fait de nombreuses études sur les enfants, les nourrissons, pour montrer qu'il y a cette intuition à l'apprentissage qui est chez les animaux et chez les êtres humains aussi. On n'a pas besoin d'apprendre à apprendre, hein, on apprend, automatiquement et directement et c'est finalement cette émotion primaire, qu'on considère comme une émotion primaire qui est la surprise, qui va être le déclencheur de l'apprentissage. À chaque fois qu'on est surpris, ça veut dire qu'une hypothèse qu'on a projetée sur le monde n'a pas été vérifiée, ne s'est pas vérifiée et du coup, on est surpris et on apprend. Plus nous nous exposons à des messages, plus nous recevons d'informations, plus nous nous exerçons, plus nous apprenons. Donc effectivement, hein, plus on est dans un environnement qui nous envoie des messages et qui nous pousse à finalement nous challenger et à envoyer toujours des hypothèses autour de nous qui sont parfois invalidées, plus on apprend. Ouais, et c'est effectivement la différence entre être dans un quotidien extrêmement routinier à quoi, enfin, dans les visions dystopiques du monde ou dans 1984 de George Orwell où on va tous les matins aller travailler, pour le même truc, dans le même contexte, avec les mêmes personnes et cetera, sans jamais se poser de questions. Bah, là, évidemment, on n'apprend plus rien, hein, c'est absolument désespérant et finalement, plus on va être dans un environnement créatif, à rencontrer des nouvelles personnes et cetera, plus on va apprendre. Donc l'apprentissage remodèle notre cerveau. Finalement, à chaque fois qu'on va récupérer de l'information par rapport à une hypothèse qu'on a projetée, ça va remodeler notre vision du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des recherches récentes en psychologie, en neuroanatomie notamment, qui ont montré
que ça se passe concrètement, biologiquement dans notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau se remodèle à chaque fois qu'on apprend des nouvelles choses. C'est ce qu'on a appelé la plasticité cérébrale et c'est sans doute une des découvertes les plus importantes, si ce n'est la plus importante qui ait jamais été faite en psychologie. Aujourd'hui, grâce à la recherche, on sait que les nouveaux neurones peuvent être produits tout au long de la vie. Ça s'appelle la neurogénèse et surtout que le cerveau est capable de se réorganiser. Il s'adapte tout au long de notre vie. Alors effectivement, il y a plus de neurones qui sont créés quand on est jeune. Les réadaptations aussi vont plus vite et sont plus fréquentes quand on est jeune. Donc, il est effectivement plus facile d'apprendre des choses quand on est enfant. Mais tout au long de la vie et jusqu'à la fin de notre vie, on a cette plasticité cérébrale et on va apprendre toujours des nouvelles choses. On va avoir la capacité d'apprendre toujours des nouvelles choses. Et aujourd'hui, on ne connaît pas de limite, hein, à ces capacités d'apprentissage-là. Tant qu'il y a l'effort pour apprendre, on peut apprendre dans tous les domaines et on peut, voilà, apprendre au niveau sportif, on peut apprendre à mieux gérer notre corps, on peut apprendre à mieux gérer nos émotions, on peut apprendre aussi tout un tas de connaissances, tout un tas de capacités, de compétences avec les mains, je veux dire, je trouve pas mon mot. On peut apprendre à faire de nouvelles choses avec les mains, on peut devenir expert dans tout un tas de domaines, on peut apprendre à jouer de la musique, on peut apprendre des nouvelles langues, on peut apprendre tout ce qu'on veut. C'est aussi la beauté de cette découverte-là. Donc non seulement notre cerveau, enfin finalement nous, dans notre esprit, dans notre façon de gérer, d'apprendre des choses, on va projeter des hypothèses et puis, finalement on va avoir, une représentation du monde qui va changer. Notre modèle mental va se réorganiser, va se complexifier et donc on incorpore ce qui nous vient de notre environnement, ce qui nous vient d'autour de nous, dans notre modèle mental, dans notre vision du monde. Mais aussi finalement il se passe des trucs, enfin vous me direz c'est logique, hein, mais, il fallait quand même le prouver, qu'il se passe exactement la même chose au niveau du cerveau. Le cerveau casse des connexions neuronales et en crée des nouvelles de façon extrêmement complexe et voilà et ça nous permet aussi d'apprendre. Par exemple, même s'il est préférable d'apprendre, bah, je le disais, des langues dès le plus jeune âge, notre plasticité cérébrale est très grande et nous sommes capables d'apprendre à tous âges. Plus on apprend, plus on développe notre capacité cérébrale, plus on est capable d'apprendre plus facilement. Notre cerveau semble fonctionner comme un muscle et l'entraînement devient la clé du succès. Aujourd'hui, alors on sait que le cerveau n'est pas un muscle, mais aujourd'hui, on considère que l'image, en tout cas, qui se rapproche le plus de comment fonctionne notre cerveau, c'est vraiment comme un muscle. C'est-à-dire que plus on s'entraîne, plus il va se développer, plus il va devenir fort, plus il va euh, être capable de réaliser tout un tas de choses complexes. Ok, voilà pour la première partie sur sur l'apprentissage, sur les modèles mentaux et sur la plasticité cérébrale. Est-ce que tout va bien? N'hésitez pas à interagir. Si vous voulez pas m'interrompre, vous pouvez aussi, directement, écrire dans le chat. OK, ça marche donc pour, la plupart d'entre vous, j'imagine que c'était des rappels. Maintenant, on va rentrer dans, des choses un peu plus concrètes, les 4 piliers de l'apprentissage. Alors, premier pilier, l'attention. Alors, vous connaissez sans doute cette vidéo, vous allez me dire si vous avez le son ou pas, sauf que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. OK. Ça ne va pas fonctionner du tout. Alors attendez, il va falloir que je repartage mon écran. Ça arrive, je suis en train d'essayer de faire fonctionner. Hop, hop, on y est arrivé. Donc l'attention, c'est un concept, hein, en psychologie qui a été extrêmement étudié, qui est aujourd'hui extrêmement connu en psychologie cognitive. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Et j'espère que la vidéo que je vais vous montrer, enfin les vidéos que je vais vous montrer, bah, vous n'avez pas vu déjà trop de fois et que on va pouvoir, et que ça va quand même vous intéresser. Je vais du coup, hop, hop, c'est là et arrêter le partage et partager.
Là, je crois qu'il faut que je partage mon écran. Vous pouvez me dire si vous avez le son directement. Pas de son. Ok, alors, toujours le même truc. Je ne me rappelle jamais ce qu'il faut faire pour partager avec le son. Sinon, c'est peut-être justement la fenêtre qu'il faut que je partage. On réessaye. Est-ce que vous avez eu le son là? Ouais. Ah, mais parce que... Ah, ok, non, c'est bon. J'avais pas coché la case. C'est pour ça? Ok. Normalement, là, ça devrait être bon. Et j'espère que ça va aller niveau freeze. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? Alors, combien de... Donc, vous avez bien compté 15 passes? Pas d'erreur là-dessus? Ok, très bien. The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? Vous avez vu le gorille? This video is from research by Daniel Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. Vous avez un autre exemple? Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Donc voilà deux exemples de vidéos. Donc c'est sur l'attention sélective. Et ce qui est intéressant dans ces vidéos-là, c'est qu'elles montrent finalement un principe très important lié à l'attention. Enfin, déjà, peut-être, est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les aviez déjà vus?
Ok, oui, effectivement, c'est des vidéos qui sont extrêmement connues. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent du coup le process de l'attention, ce qu'on appelle l'attention d'un point de vue psychologique. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'attention, c'est à la fois une capacité à se focaliser sur certaines informations plutôt que d'autres, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Mais ce qu'il faut surtout comprendre et retenir de ça, c'est que la notre cerveau, finalement, fait un effort pour éliminer tout le reste. En fait, c'est moins une capacité, si vous voulez, on pourrait imaginer ça comme un zoom. L'attention, c'est moins une capacité de faire un zoom sur quelque chose que plutôt de éliminer tout ce qui n'est pas, pertinent. Donc il faut se dire qu'une capacité d'attention, c'est pas une capacité à aller sur une seule chose et donc c'est un truc très facile, parce que ça semble facile d'aller se focaliser sur une chose pendant qu'il y a tout le reste autour. C'est plutôt une capacité à éliminer tout le reste et à se focaliser sur la chose, restante, enfin finalement le point, qui nous intéresse. Donc ça demande un effort cognitif qui est important, de focaliser notre attention. Alors, sur le concept d'attention, donc James 1980, qui est le premier, en gros, un des premiers chercheurs à vraiment explorer ce concept-là, il nous dit: l'attention est la prise de possession par l'esprit, sous une forme claire et vive, d'un objet ou d'une suite de pensées, parmi plusieurs qui sont présentes simultanément. Elle implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Par exemple, si vous regardez l'image à gauche, il y a dans cette image des B et des 8. Et si vous essayez de vous focaliser pour ne voir que les 8, vous pouvez le faire, ça va vous demander un effort supplémentaire et vous allez effectivement repérer les 4 8 qui se baladent dans l'image. Et il va falloir aussi que vous vous concentriez sur des parties de l'image sans doute, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire en même temps sur toute l'image. Et votre cerveau, en balayant finalement, différentes zones de cette image-là, va repérer les 8 qu'il y a dans cette zone-là et quand il repère la chose qui change, il élimine du coup les B pour ne voir que le 8. Et ça vous permet à la fin de pouvoir compter combien il y a de 8 par exemple. Et c'est vraiment un processus actif, l'attention, actif au sens, voilà, encore une fois, il faut réussir à déployer énormément de ressources attentionnelles, de ressources cognitives pour éliminer tout ce qui n'est pas pertinent, dans un contexte donné. Donc imaginez pour un élève qui est dans une classe, qui a besoin lui aussi de fournir une grande attention par rapport à ce que, le formateur ou la formatrice est en train de lui dire. Et ben, en fait, c'est plus ça va être plus sa capacité à éliminer toutes les informations qui ne sont pas ce que lui raconte la personne. Donc des informations sur ce qu'il est en train de ressentir, des informations sur ce qu'il est en train de voir en périphérie, des informations sur ce qu'il entend, peut-être qu'il y a des gens qui bavardent dans la classe, des informations sur la température, des informations sur le temps qu'il fait, des informations sur, le téléphone qui vient de sonner et de vibrer dans sa poche et cetera et cetera et cetera. Tout ça, ça va être des informations, non importantes qu'il va falloir, heu, retirer de son esprit pour rester focalisé sur ce que dit le professeur. Donc ça va lui demander énormément de ressources de rester focalisé sur ce que dit, le formateur ou la formatrice. D'après Posner, donc 10 ans plus tard, finalement, pose lui un système décompose l'attention finalement en 3 grands systèmes. Heu, voilà, il nous dit qu'il y a 3 heu, 3 phases finalement. La première, c'est la phase d'alerte, hein, qui indique quand faire attention et adapter notre niveau de vigilance. C'est-à-dire qu'on va avoir une vigilance standard et finalement, au bout d'un moment, on va ressentir quelque chose qui va nous alerter et qui va nous faire focaliser notre attention sur un objet, sur une chose. Et évidemment, comme vous l'avez compris, hein, le fait de se focaliser sur une chose, ça va être, surtout éliminer tout le reste. Donc, si on revient sur ce que je disais tout à l'heure et que, en fait, l'apprentissage, c'est projeter des hypothèses sur le monde, des centaines et des milliers d'hypothèses à chaque seconde et à chaque minute, ça veut dire qu'il va falloir réussir à repérer dans toutes ces hypothèses-là, ce qui a été invalidé et ce que je vais pouvoir apprendre. Voilà. Et donc, la première phase, ça va être m'alerter, repérer qu'une hypothèse a été invalidée et donc ça va provoquer une alerte. Ensuite, je vais orienter mon attention. Donc, voilà, je vais essayer de consciemment aller chercher à regarder, ce à quoi je dois faire attention
et donc essayer d'amplifier aussi tout objet d'intérêt. Hein, l'attention sélective, par exemple, a été montrée aussi sur l'audition. Hein. C'est pour ça que si vous êtes dans une soirée, vous pouvez très bien, et dans un groupe de personnes en train de parler, vous pouvez très bien focaliser votre attention sur la personne qui parle derrière vous. Hein, ça vous arrive sans doute régulièrement, ou si vous marchez dans la rue, vous pouvez focaliser votre attention sur une personne autour de vous. Aujourd'hui, les recherches les plus récentes, notamment par un laboratoire de recherche français, qui fait des recherches vraiment passionnantes, eux considèrent que l'attention, c'est plus comme un radar. Vous savez que vous projetez une onde autour de vous et vous voyez. C'est plutôt comme ça qu'il faut imaginer l'attention, et à chaque seconde, on envoie de nombreuses fois ce radar-là. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on peut ne pas voir. Il suffit que ça soit pas dans dans le bon radar au bon moment, dans le bon onde au bon moment. Voilà. Donc, phase 1, l'alerte, phase 2, l'orientation de l'attention, et phase 3, le contrôle exécutif. Donc là, c'est vraiment, OK, je reçois l'information, comment je la traite, comment je l'incorpore. Donc l'attention, finalement, quand on demande aux élèves d'être attentifs, il faut bien, je pense que ça, c'est ce qu'il faut retenir de ces enseignements-là neuropsychologiques, c'est il y a un vrai effort qui est lié à l'attention. C'est pas du tout anodin de demander à quelqu'un de faire attention et d'être attentif. Et du coup, il faut savoir aussi traiter cet effort-là et y répondre positivement, c'est-à-dire savoir donner la bonne information au moment où la personne est attentive. Le bon pédagogue doit donc jouer avec l'attention de ses apprenants. En pratique, comment jouer avec l'attention des apprenants? Donc déjà, par la mise en activité, hein, qui développe nos capacités d'alerte. Si finalement, on a un prof qui rabâche tout le temps les mêmes sujets enfin voilà, en cours très théorique, très descendant, on l'a tous ressenti quand on était au lycée ou au collège, puisque c'est quand même la façon de faire de l'éducation nationale, malheureusement. Alors effectivement, l'attention est difficile à tenir aussi longtemps, et on va pas pouvoir, d'ailleurs même peut-être vous, là, pendant ce webinaire, déjà votre attention, vous n'arrivez pas forcément à toujours la focaliser sur ce que je suis en train de dire, ce qui peut être dommage ou pas selon les points de vue, mais en tout cas, il y a effectivement un principe d'activité qui développe les capacités d'alerte, et je vous ai mis 2 quiz en début de présentation qui justement sont des moyens aussi de favoriser l'alerte, puisque je vais vous demander là de participer et de dire, OK, là, il faut que je me concentre, il faut que j'aille voir les questions parce qu'il m'a demandé de lui répondre. La deuxième chose, c'est par rapport à l'apport de messages clairs et adaptés, bien sûr, au profil des apprenants. Hein, il facilite l'orientation en les amenant à s'orienter vers l'essentiel. Le but étant effectivement d'essayer d'éliminer la complexité dans ce qu'on raconte nous. Mais après, c'est tout, bien sûr, c'est la pédagogie, hein, c'est ça, évidemment. Éliminer la complexité dans ce qu'on raconte, simplifier les simplifier aussi selon le niveau, bien sûr, des personnes qu'on a en face de nous, pour leur permettre de réceptionner la bonne information simple au bon moment, grâce à leur capacité attentionnelle, et du coup de pouvoir l'incorporer et de comprendre le bon message, de retenir ce qu'il faut dans le cours. Donc, créer un environnement d'apprentissage qui favorise ou pas un bon contrôle exécutif. Déjà, créer un environnement d'apprentissage créatif, apprendre des nouvelles choses, stimuler les apprenants, et puis bien sûr, essayer voilà, de leur permettre d'incorporer de bonne façon les connaissances qu'ils récupèrent. Et ensuite, en donnant du coup le temps nécessaire aux travaux, en évitant le multitâche, c'est très très important. Hein, l'attention, en fait, c'est très coûteux d'être du multitâche. Donc, si on est dans une salle de classe, il faut essayer d'avoir le moins d'interférences avec l'extérieur possible, essayer de couper bien sûr les ordinateurs, de fermer les onglets, les réseaux sociaux, les machins, au maximum, parce qu'on va libérer de l'espace attentionnel, on va libérer de la capacité attentionnelle chez les apprenants, et donc ça leur permet de mieux suivre le cours et donc de mieux comprendre ce qu'on leur raconte. Il y a un mythe, un neuromythe, on appelle ça, sur le multitâche. On a l'impression que, en fait, en réalité, on peut faire du multitâche, que c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. On peut apprendre un cours en regardant un film ou en regardant la télé ou je sais pas quoi. En fait, c'est faux. Hein. Toutes les études le montrent en psychologie cognitive, c'est absolument faux. Le multitâche, donc, provoque une division de l'attention et donc rend beaucoup plus difficile l'acquisition de compétences et de connaissances. Voilà, là c'est terminé. En fait, il faut se dire que l'attention, c'est comme un goulot d'étranglement. Enfin, il va y avoir un effet de goulot d'étranglement. Si vous ne pouvez faire qu'une tâche à la fois. Si vous faites du multitâche, en fait, vous faites des micro-parties de chaque tâche les unes après les autres. Parce que vous pouvez faire qu'une seule chose à la fois. Votre cerveau, il ne fait qu'une seule chose à la fois. Donc ça fait un espèce de goulot d'étranglement qui fait que soit vous êtes beaucoup plus lent à apprendre, soit tout simplement vous allez perdre des informations en cours de route.
Donc, il ne faut jamais faire de multitâche, ni vous, ni les élèves, ni personne. En tout cas, au maximum, essayez d'éviter ça. Donc, simplifier les connaissances à acquérir, donner des méthodes pour les intégrer et éviter la surcharge de la mémoire de travail. Hein. Ce qu'on a vu, c'est évidemment en mémoire de travail qu'il va y avoir une surcharge lorsque on est très attentif sur un point et qu'on a beaucoup d'autres choses à éliminer pour focaliser notre attention. Dans ce cas-là, on va donner beaucoup de travail à notre mémoire de travail. Deuxième pilier, l'engagement actif. Donc d'abord, hein, on a vu, il faut favoriser l'apprentissage. Pardon, c'est n'importe quoi. Favoriser l'attention, je vais y arriver. Donc c'est vraiment très important d'essayer de faire en sorte que les élèves puissent avoir la meilleure attention possible. Ensuite, on va essayer de susciter l'engagement actif. Apprendre efficacement, c'est refuser la passivité, s'engager, explorer avec curiosité, générer activement des hypothèses et les mettre à l'épreuve. Ça, c'est Stanislas Dehaene qui nous le dit, hein, dans son livre. Effectivement, pour lui, ça ne fait aucun doute. Pour apprendre efficacement, il faut absolument être actif. Sans attention, sans effort, sans profondeur de la réflexion, la leçon s'évanouit sans laisser de traces dans le cerveau. Dit Stanislas Dehaene. D'une certaine manière, il remet en cause tous ceux qui prétendent que l'on peut apprendre facilement sans effort. Hein, pour Stanislas Dehaene, d'un point de vue neuropsychologique, neuroscientifique, l'effort est nécessaire pour apprendre. Le formateur doit donner les moyens à l'apprenant de produire des inférences, de composer et de recomposer ses connaissances. Donc, en pratique, comment on peut faire ça? Déjà, faire des activités complexes, hein, qui ne doivent pas se résumer à cliquer sur des boutons ou à répondre à des questions très simples. Il faut essayer de pousser l'apprenant, de le pousser un peu dans ses retranchements, de le pousser à réfléchir. Hein, vous avez sans doute tous vu, quand on fait de l'encadrement de projet, souvent les étudiants, ou les apprenants en tout cas qu'on a en face de nous, quand ils nous regardent faire, ils trouvent ça très logique et ils comprennent parfaitement. Par exemple, voilà, on va faire je vais leur montrer comment réaliser, je sais pas quoi, un guide d'entretien ou organiser mon fichier Figma pour faire du prototypage sur la partie UX design. OK. Mais en réalité, juste après, quand ils sont tout seuls devant leur ordi et qu'ils doivent commencer à rédiger des choses ou se dire, OK, ben, par où il avait commencé déjà? Là, ils se retrouvent beaucoup plus démunis. Et il ne faut pas hésiter à les mettre dans ces situations-là. Le but étant évidemment de ne pas leur proposer des situations qui soient beaucoup trop difficiles et dans lesquelles ils ne pourraient pas y arriver parce que là, à part ça va complètement les désengager. Mais il va falloir adapter effectivement la difficulté, la complexité des concepts à l'auditoire qu'on a en face de nous. Et c'est comme ça qu'on va susciter de l'engagement. C'est comme ça qu'on va les obliger à réfléchir, les obliger à penser et donc les obliger à mieux apprendre, à mieux retenir les choses. Donc, les activités de réflexion guidée, hein, que le formateur met en œuvre, donc où il va challenger les personnes en face de nous. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du concept, par exemple, de modèle mental? Ok, oui, ah tiens, toi, Julie, tu as déjà entendu parler? Ok, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ok, donc là, Julie a fait un effort, et puis les autres, ils doivent essayer de comprendre. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ils doivent essayer de rebondir dessus. On va essayer tout le temps de les pousser à réfléchir, de les pousser à agir, à être actifs dans la classe. Et donc, ce n'est pas fournir des jeux pour s'amuser, hein, ce n'est pas de la pédagogie de la découverte pour divertir. En tout cas, selon Stanislas Dehaene, il pourrait être aussi contredit. Mais selon lui, l'amusement est possible, bien évidemment. On peut apprendre par le jeu, et les animaux, par exemple, apprennent par le jeu. Mais il faut qu'il y ait une notion de difficulté. Il faut qu'il y ait une notion de challenge, hein, pour la personne, quelque chose qui suscite l'engagement actif. Donc le mieux, selon Stanislas Dehaene, est une pédagogie qui rende l'étudiant actif, mais qui soit étroitement guidée par l'enseignant. Donc un enseignement structuré, doté d'une progression claire et rigoureuse, qui commence par les fondamentaux, puis vérifie leur maîtrise, et enfin s'appuie sur eux pour construire ce qu'il appelle une pyramide de sens. Et j'aime bien cette expression-là, c'est-à-dire essayer vraiment d'avoir des fondamentaux solides, et puis petit à petit rajouter des concepts de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, juste avoir quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la pyramide, et être extrêmement pointu, finir par être extrêmement pointu sur des choses très complexes. Troisième pilier, donc premier pilier, l'attention. Susciter l'attention chez les apprenants. Deuxième pilier, l'engagement actif. Troisième pilier, le retour sur l'erreur. Ces piliers ne sont pas ordonnés, même si on peut y voir
un sens, des phases, une phase d'attention, une phase d'engagement actif, une phase de retour sur l'erreur. En réalité, c'est plus complexe que ça, hein. Tous ces piliers doivent entrer en jeu en même temps, bien sûr. Mais c'est vraiment 4 choses sur lesquelles, si vous savez que vous y faites attention lorsque vous concevez des cours, lorsque vous donnez des cours, lorsque vous apprenez quelque chose à quelqu'un en stage qui vient dans votre entreprise ou quelqu'un de votre famille ou votre enfant ou autre qui a besoin de développer ses connaissances ou ses compétences sur quelque chose, plus vous êtes conscient de ces piliers-là, plus vous allez être en capacité de fournir une pédagogie qui va être efficace. Donc le retour sur l'erreur, nous apprenons bien sûr de nos erreurs, ça, là, pour le coup, je vous apprends rien. L'erreur vient de l'écart entre ce que le cerveau de l'apprenant prédit et ce qu'il va arriver, pardon, entre ce que le cerveau de l'apprenant prédit qu'il va arriver et ce qui arrive réellement. Donc effectivement, ce qu'on a vu en début de webinaire sur la plasticité cérébrale et sur le fait qu'on projette des hypothèses, on va apprendre lorsque finalement on fait une erreur, c'est-à-dire que l'hypothèse qu'on a projetée est infirmée, hein, n'est pas validée. Donc c'est là que ça va déclencher l'attention. Ah tiens, ce truc-là, ça n'a pas marché. Bah, je vais essayer de voir pourquoi et je vais essayer de comprendre pourquoi. L'erreur est source de curiosité, elle enclenche des processus cognitifs d'interrogation et d'analyse. Les meilleurs speakers le savent bien, étouffer leur discours de chiffres étonnants et d'anecdotes surprenantes. Faut évidemment pas éviter, parce que vous n'hésitiez pas à faire non plus. Mais l'erreur, c'est aussi couramment se tromper. Par exemple, anecdote surprenante, c'est le prix du prix Brain, là, combien gagne. Voilà, c'est une petite chose, hein. C'est une petite chose. Dans ce cours, j'ai décidé de ne mettre que 2 quiz. Dans ce webinaire, plutôt, j'ai décidé de mettre que 2 quiz. Mais pour vous montrer quand même un petit peu ces mécanismes-là, en tout cas, une application possible. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Et évidemment, plus il y a des quiz, plus on arrive à susciter l'engagement des personnes, voilà, à focaliser leur attention sur ce qu'on raconte, etc. En racontant aussi des choses étonnantes ou des choses amusantes aussi, hein. On considère que le rire, une digression, le rire, c'est le même mécanisme que la surprise. En fait, on va rire, enfin, on considère qu'aujourd'hui, bien sûr, hein, tout ça demande à être toujours plus vérifié, mais le rire va se déclencher quand on projette une hypothèse qui va être effectivement finalement infirmée. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vous parle du cancer sur un ton hyper joyeux, par un humoriste qui va vous parler du cancer sur un ton hyper joyeux, bah voilà, il va y avoir un tel contraste évidemment entre les 2 sujets que ça va nous surprendre. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude, ça ne correspond pas aux hypothèses qu'on projette habituellement sur ces sujets-là, et du coup ça va nous surprendre, ça va provoquer le rire. Et le rire, en ce sens-là, est aussi un moteur d'apprentissage. Et l'erreur, c'est aussi couramment simplement se tromper, hein, c'est-à-dire voilà, on a fait une erreur, on a une mauvaise réponse. Et donc, pour qu'on apprenne de nos erreurs, il est nécessaire que le feedback soit constructif. Donc, à la fois, l'erreur, elle est importante parce qu'elle active l'attention, puisque mon hypothèse, finalement, est infirmée, mais aussi, pour qu'elle soit vraiment utile, cette erreur, il faut qu'il y ait un feedback constructif, c'est-à-dire que je comprenne pourquoi j'ai fait mon erreur. Donc, on a juste besoin de savoir ce qui est juste ou faux. On n'a pas besoin qu'on nous dise ce qu'on aurait dû faire. On n'a pas besoin de nous dire tout. On doit ensuite rester actif dans l'apprentissage. Donc, on doit découvrir par nous-mêmes peut-être les stratégies qui nous permettent de comprendre. Là, dans l'exemple, par exemple, où on aurait une suite de choses à faire et on se serait trompé, eh ben, on peut par nous-mêmes essayer de trouver une nouvelle stratégie pour y arriver. On a juste besoin de savoir si c'est juste ou c'est faux. Si on ne sait jamais si on a fait juste ou faux, forcément, on n'apprend pas. Et donc, c'est très dommage. Moi, je vois que c'est quelque chose de systématique. Et dans notre pédagogie aussi, nous, en UX à l'école multimédia, on a des étudiants qui régulièrement nous disent, tiens, c'est dommage, sur tel projet, j'ai fait un jury qui a duré 15 minutes, j'ai présenté mon truc, et finalement, OK, j'ai une note derrière, mais je ne sais pas exactement ce qui était bien ou pas. Et ils nous demandent vraiment, est-ce qu'on peut aller se replonger dans le projet, regarder en détail qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, etc. Et ils ont raison, hein, ils le sentent intuitivement, que finalement, c'est comme ça qu'ils vont apprendre le mieux. Et effectivement, alors on ne peut pas toujours malheureusement, mais il faut essayer au maximum de faire des retours les plus personnalisés possibles pour donner un retour sur l'erreur. Si l'échec est trop fréquent, parce que le niveau est trop difficile, on dégrade le sentiment d'auto-efficacité. Donc là, c'est un concept d'Albert Bandura, qui est un des psychologues les plus influents, qui est mort maintenant, mais qui est les plus intéressants au monde, et du coup, qui a montré que notamment, c'est notre croyance dans notre capacité à faire ce qu'on souhaite faire. Voilà, ça peut provoquer du stress, de l'anxiété, et tout ça, ça nuit à l'apprentissage. Donc le formateur doit fournir des feedbacks constructifs. Plus on teste nos connaissances, plus on progresse, déjà, de base.
Il faut pousser à faire des tests, il faut pousser l'élève à se challenger. Les épreuves de test doivent être parfaitement adaptées au profil de l'apprenant. Le feedback doit être constructif. Et l'utilisation de l'IA, ça c'est un tips, on pourra en reparler. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à ce sujet-là. Je vous donnerai même le prompt que j'utilise pour transformer des retours brouillons d'élèves, enfin pas d'élèves, pardon. Si vous, par exemple, vous faites un jury, vous faites une évaluation, vous prenez des notes sur ce qui ne va pas. Faire un feedback constructif, c'est pas juste dire ce qui ne va pas, dans un sens qui pourrait être mal interprété. C'est bien d'essayer de rendre ça plus constructif en parlant, par exemple, d'axes d'amélioration. Et donc, utiliser l'intelligence artificielle et ChatGPT aujourd'hui pour reconstruire euh, des retours un peu bruts et les transformer en quelque chose de plus facile à accepter par l'élève, qui sera un axe d'amélioration, ça peut être effectivement un usage extrêmement pertinent de l'IA en pédagogie. Après, d'ailleurs, un prochain webinaire sur l'IA et la pédagogie à ce sujet-là, notamment sur le concept de triche, est-ce qu'il y a de la triche par rapport à l'IA, et puis aussi sur le concept, comment on peut utiliser l'IA dans la pédagogie, avec différents exemples. Donc, une autre citation de Stanislas Dehaene, dans l'hippocampe de la souris, donc l'hippocampe c'est une zone du cerveau, le conditionnement par la peur bloque littéralement la plasticité neuronale. La peur bloque la plasticité neuronale. Le circuit se retrouve dans un état qui ressemble à la fin de la période critique où les synapses sont devenues immobiles, figées dans leur fil. À l'inverse, le fait d'être plongé dans un environnement enrichi, stimulant, libère la plasticité et rend les neurones plus mobiles, comme un retour en enfance. Donc si on met les élèves dans une situation d'échec, si on provoque de la peur et ils ont peur du résultat de ce qu'ils vont faire, finalement, là, ils vont arrêter d'apprendre, ils vont être vraiment figés comme un lapin devant les phares. Et c'est évidemment l'inverse de ce qu'on veut en pédagogie. Dernier pilier, je vais rapidement parce que je vois que le temps presse, mais on est quasiment à la fin. Dernier pilier, c'est ce qu'on appelle la consolidation. Consolidation de la connaissance en mémoire, hein, finalement. C'est comment vraiment ancrer ce qu'on a appris en mémoire. La consolidation, pour Dehaene, c'est passer d'un traitement lent, conscient, avec effort, à un fonctionnement rapide, inconscient, automatique. Hein, c'est pas sans rappeler, bien sûr, les recherches de Daniel Kahneman, vous connaissez peut-être avec son livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée, qui est évidemment extrêmement intéressant aussi en pédagogie. Est-ce que vous connaissez le concept des flashcards? Les flashcards, c'est un outil pédagogique, enfin un outil en tout cas d'apprentissage qui est utilisé par les élèves, notamment par les meilleurs élèves, puisque c'est aujourd'hui la méthode la plus efficace qu'on connaisse et on sait pourquoi elle marche d'un point de vue psychologique, psychologie cognitive, on a montré ça en point de vue mémorisation. C'est en fait des cartes de connaissances quand on veut apprendre des choses, des concepts très complexes, notamment par exemple en médecine, quand on veut apprendre toutes les parties du corps, l'anatomie, etc. Il y a tellement de choses dans la main, dans le pied et dans les genoux et autres. Ce qu'on peut faire, c'est noter sur des petites cartes, donc c'est pour ça que ça s'appelle des flashcards. Des petites cartes, on note au recto une question, par exemple, quels sont les 3 os, je dis n'importe quoi, j'y connais rien, les 3 os qui composent le gros orteil. Et à l'arrière de la carte, on va écrire c'est l'os, machin, 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 machin. Les 3 os, c'est 1, c'est ça, 2, c'est ça, 3, c'est ça. Donc c'est la réponse. Et en fait, c'est donc un concept très simple. Et moi, régulièrement, je vais aller faire ce travail d'aller regarder mes cartes, lire la question, et là, essayer de réfléchir à la réponse. Donc je prends vraiment le temps. Ok, je crois que c'est ça, ça et ça. Et ensuite, je retourne la carte et je vois, ok, la bonne réponse c'était ça. Et ensuite, il y a une petite stratégie à avoir, c'est-à-dire si j'ai la bonne réponse, je vais mettre la carte à un certain endroit dans ma caisse de cartes, en gros, dans ma boîte de cartes. Et si c'est pas bon, je la remets à un autre endroit. En gros, le principe, c'est si j'ai pas eu bon, je la laisse sur les devants des cartes, sur les premières cartes. Donc c'est une carte que je vais revoir très souvent. Et si c'est bon, je vais la mettre un peu plus loin dans des cartes que je consulterai un peu plus tard. Et petit à petit, si à chaque fois que je la revois, j'ai bon, je la mettrai encore un petit peu plus loin. Ce qui fait, et c'est les courbes qu'on voit ici, en fait, en réalité, à force de répéter l'apprentissage, de revoir la même carte, je vais pouvoir la repousser et la voir de moins en moins souvent, et je vais confirmer que j'ai cette connaissance en moi, et donc ça me permet d'ancrer en mémoire les différents concepts que j'essaie d'apprendre. Donc c'est vraiment le fait de répéter les choses, de réviser quelque part, mais dans un temps long, qui est très important. Et d'ailleurs, le meilleur ami de l'apprentissage et de la consolidation, c'est le sommeil. C'est vraiment le sommeil des élèves qui est le meilleur prédicteur de savoir s'ils vont réussir à garder des choses longtemps en mémoire ou pas. Qui dit sommeil dit qu'on on peut difficilement bachoter parce que ça fait beaucoup trop de choses à apprendre d'un coup. Et il faut vraiment apprendre sur le long terme en faisant des bonnes nuits. Et voilà, et bien sûr, les conseils sur l'apprentissage le soir, etc., sont excellents.
Donc, le formateur, il doit amener l'apprenant à agir inconsciemment, c'est-à-dire à passer d'un apprentissage où il va... C'est comme, je vais prendre cet exemple-là, c'est comme l'exemple de la conduite. Quand vous conduisez, au début, vous apprenez à conduire, bah, vous devez être extrêmement focalisé sur ce que vous faites attention à toutes les procédures, je sais pas quoi, je regarde le rétro, je mets le clignot, je tourne, je regarde derrière l'angle mort ou autre. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années de pratique, ça va devenir extrêmement fluide et limpide et vous n'y pensez même plus et vous pouvez tenir une conversation extrêmement complexe avec quelqu'un qui est assis à côté de vous en continuant à conduire très bien. C'est le même principe là. C'est vraiment de la consolidation. Donc celui qui agit sans penser à son action, qui libère sa mémoire de travail, qui est par définition limitée et qui joue un rôle de goulet d'étranglement dans ses capacités d'apprentissage. Donc voilà, c'est vraiment réussir à être celui qui agit sans penser à son action. Et c'est ce que doivent devenir les élèves. Donc favoriser le sommeil et donc la répétition, premier conseil en pratique. Deuxième conseil, plus nous réactivons nos connaissances, plus nous avons de chances de produire de nouveaux liens entre ce que nous venons de voir et ce que nous connaissons déjà. 3, plus l'apprentissage est distribué, donc plus il est distribué dans le temps, hein, plus l'apprentissage est puissant. 4, rappeler tous les matins ce qui a été vu précédemment. Ça, c'est un petit conseil. Moi, j'aime beaucoup le faire et les élèves apprécient en général. Le matin, quand vous arrivez, vous prenez un petit moment pour dire, OK, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Par exemple, si vous les avez pendant une semaine ou si vous les avez sur plusieurs cours, qu'est-ce qui a été vu dans les cours précédents? Et allez, on essaie ensemble de faire marcher notre mémoire et de se dire, OK, bah, il y avait eu ci, il y avait eu ça. Et le fait de rappeler ces concepts-là en mémoire provoque une meilleure consolidation. Donc, le meilleur engagement est à intervalles croissants. Donc, plus on s'engage, enfin, le mieux, c'est de commencer quand même par des choses simples, et puis finalement s'engager de plus en plus dans le temps aussi. C'est ça aussi qui va favoriser la consolidation. Voilà, pour ce webinaire, j'ai fini tout ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a intéressé. On a le temps peut-être pour quelques questions si si vous avez voilà, envie de poser une question, de faire un retour ou partager une bonne pratique, c'est le moment avant de pouvoir clore ce webinaire. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez trouvé ça intéressant ou au contraire si si c'était des choses que vous connaissiez déjà. Ok, ça marche, Laure. Merci beaucoup pour ton retour. Hein, tu me dis, je dois filer, mais je suis preneuse de ton prompt pour faire des feedbacks aux apprenants. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Si vous avez mon mail, envoyez-moi un mail ou sinon directement sur LinkedIn, hein, vous pouvez me rajouter et m'envoyer un message et je vous donnerai ces infos-là. Vous serez sollicité aussi pour le prochain webinaire donc centré sur l'IA. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, stay tuned, comme disent nos amis anglo-saxons. Salut Quentin, c'est Anaïs. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon, Anaïs, on t'entend. Bah Salut. super. Et bah écoute, je me permets de prendre de glisser un petit mot là sur la fin. Je voulais te remercier du coup pour ce webinaire qui était super intéressant. Juste pour me présenter, moi je m'occupe de la communication de l'école multimédia, donc c'était vraiment cool que tu puisses mettre en place ça. Et c'était un sujet qui était super intéressant et justement tu nous as super bien teasé sur la partie qui concerne l'intelligence artificielle, aussi bien côté formateur que côté apprenant. Et ce serait vraiment cool de venir un peu, entre guillemets, désacraliser tout ce qu'il dit autour de ce sujet et de voir en fait qu'est-ce qu'on peut tous en tirer de meilleur dans nos échanges les uns avec les autres, aussi bien avec les étudiants que nous, dans nos feedbacks, effectivement. Donc merci pour ce webinar et puis j'ai hâte de voir la suite en tout cas. Merci beaucoup, Anaïs. Merci pour ton retour. Ok, bon bah ça marche. Merci encore à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.